Je voulais vous souhaiter la bienvenue à cette rencontre professionnelle proposée par l'AMSTI sur le thème Science, culture, croyance, comment en parler. Mon nom est Rachel Mulot, je suis journaliste à Science et Avenir. Science et Avenir, c'est un titre du groupe Perdriel. C'est un mensuel papier qui passe entre les mains de 2,77 millions de lecteurs chaque mois. C'est aussi un site internet qui diffuse une vingtaine d'actualités quotidiennes, qui a 1,4 million de fans Facebook et qui peut faire jusqu'à 4 millions de visiteurs mensuels. Je voulais vous dire que nous sommes très heureux d'être associés à cette journée. Ce thème nous tient particulièrement à cœur. En avril dernier, nous avons organisé un colloque Dieu et la science au Collège des Bernardins. Il a été suivi d'un hors-série qui venait reprendre les propos et qui venait également les compléter. Ce hors-série a été interdit au Maroc pour provocation. Et nous nous inscrivons bien sûr dans la réflexion de la contestation du savoir scientifique. Et tout d'abord, pour ouvrir cette journée, je souhaitais inviter notre hôte, Bruno David, celui qui nous accueille, qui est le président du Muséum national d'histoire naturelle et donc du Musée de l'Homme. Bien, donc bonjour évidemment à tous. Monsieur le secrétaire d'État chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, monsieur le président de l'AMSTI, l'association des musées et centres pour le développement de la culture scientifique, technique et industrielle, mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, je suis évidemment très heureux d'accueillir ce genre de manifestation au Musée de l'Homme, qui est un des sites, comme vous l'avez dit, du Muséum national d'histoire naturelle, pour ouvrir cette journée consacrée à science, culture, croyance, comment en parler, et aux liens de plus en plus complexes qui tentent à unir ces trois termes. Et le Musée de l'Homme, évidemment, est un lieu particulièrement adapté pour ce genre de manifestation et pour réfléchir au discours que l'on doit avoir. En effet, depuis le 7 janvier 2015, depuis le 13 novembre 2015, nous le savons, ce genre de question a pris dans notre pays une actualité dramatique. Et il est devenu courant de pointer la montée des obscurantismes, d'en parler entre nous. C'est courant, mais c'est salutaire. Et au-delà même d'être salutaire, c'est nécessaire. Et les discussions consécutives aux dramatiques événements de 2015 ont en effet montré que la coexistence de ces thématiques, science, culture, croyance, peut être conflictuelle, que les croyances, la science et la culture s'interpénètrent trop souvent, parce qu'elles n'appartiennent en fait pas au même registre, et que ça brouille le propos rationnel, et dénué de parti pris notamment, que doit avoir la science et que doit avoir une démarche scientifique. Alors, au-delà de ces événements qui ont endeuillé notre pays et donné à ce problème une actualité criante, les croyances, les opinions qui polluent le message scientifique sont de tous ordres. Il y a la dimension croyance, effectivement, mais il y a aussi des dimensions qui sont plus de l'ordre de l'opinion, le climato-sceptisme, pour en citer une, le relativisme, et nombreux sont aussi les phénomènes de croyance qui, sans nécessairement avoir des répercussions dramatiques comme le radicalisme religieux, montrent en fait de manière peut-être plus insidieuse une remise en cause de la démarche scientifique. Et c'est aussi de ça qu'il faut débattre, c'est aussi contre ça qu'il faut savoir nous élever et poser un discours empreint de rationalité. Mais comment s'y prendre ? Quels sont nos outils ? Comment réfléchir à des actions appropriées qu'on peut décliner sur des territoires, sur tous les territoires, y compris des territoires délaissés parfois par la science, territoires fragiles de ce fait, et réceptifs à des discours qu'on pourrait qualifier de réactionnaires. Et c'est un des objectifs de cette journée, je pense, que de réfléchir à ce genre de choses, à ce genre d'attitude à avoir, à ce genre d'attitude constructive à avoir, modestement mais fermement. Et il est de notre devoir à tous, institutions publiques notamment, mais aussi citoyens, et plus encore lorsque notre propos en tant qu'institution est de parler de science et de culture, comme dans cette maison, de porter un message fort sur le sujet et de s'interroger sur le rôle de la médiation scientifique, c'est-à-dire sur notre rôle en tant qu'institution, Muséum national d'histoire naturelle et particulièrement Musée de l'Homme, pour essayer d'endiguer ce processus. Et ce n'est pas simple, parce qu'on est face à une sorte de vague et il faut résister à cette vague.
Et je suis... alors je vais être un peu plus optimiste quand même, vous dire que je suis très heureux quand même, en ma qualité de président du Muséum national d'histoire naturelle, d'accueillir dans ces murs une journée comme celle-là. Ce genre d'impératif, accueillir ce type de réflexion au Muséum national d'histoire naturelle, c'est vraiment au cœur des missions du muséum. Ça fait partie de notre travail, tout simplement. Et le muséum est fermement décidé à tout mettre en œuvre pour faire entendre sa voix et en faire entendre la voix d'une science universelle qu'il contribue lui-même à faire avancer avec d'autres. Mais je ne veux pas être trop long, donc je voudrais simplement remercier l'AMSTI, et notamment son président Philippe Guillet, son directeur Didier Michel, voilà, merci, pour l'initiative de l'organisation de cette journée, et puis pour avoir finalement choisi ce site aussi pour la mettre en œuvre, pour la réaliser. Cette journée, ça sera mettre en commun des bonnes pratiques, et je vous invite aussi à mettre en commun des échecs, parce qu'on a besoin d'échecs pour rebondir. Et il ne faut pas les écarter d'un revers de main. Il faut susciter des idées, des projets, des réactions, favoriser des prises de contact. Tout ça, ce sont des éléments qui vont nous aider à remplir notre mission, et vous nous aiderez à remplir la mission du muséum également. Enfin, je voudrais remercier sincèrement Thierry Mandon, le secrétaire d'État chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui par sa présence témoigne de l'importance que l'État attache à ce genre de questions, à ces questions fondamentales, et attache à ce genre de manifestations. Il s'y investit, et je m'en réjouis totalement. Et ce soutien politique est un effet crucial sur ces thématiques. Et votre venue, Monsieur le Ministre, comme celle de Madame Vallaud-Belkacem cet après-midi, ministre de l'Éducation nationale, pour la clôture de la journée, ça dit bien toute l'attention que le gouvernement porte à ce genre de problématique, à cette problématique centrale pour notre vie commune, pour notre vie en société. Et je vous exprime toute ma reconnaissance pour votre investissement lors de cette journée donc consacrée à sciences, culture et croyances. Donc je vous remercie tous d'être venus et je vous souhaite des discussions évidemment riches et fructueuses qui pourront nous aider à travailler, nous aussi, au niveau du Muséum national d'histoire naturelle. Merci à tous. Merci. Philippe Guillet, président de l'AMSTI, voulez-vous venir à votre tour nous parler des origines de cette journée? Je voulais signaler qu'aujourd'hui c'était un anniversaire pour M. Guillet. Il fête aujourd'hui ses 30 ans d'engagement en centre scientifique et technique. Ça mérite quelques applaudissements. Merci Rachel. J'aime bien ce terme d'engagement d'ailleurs. Je pense que c'est important. Monsieur le ministre, monsieur le président, chers collègues, chers amis, tout d'abord, merci au ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de nous soutenir dans notre démarche aujourd'hui. C'est un soutien précieux. Et votre présence, monsieur le ministre, en est une très belle marque. Merci au Musée de l'Homme de nous accueillir dans ce lieu si porteur de sens pour la journée que nous organisons aujourd'hui. Merci à l'équipe de l'AMSTI, pas les oublier, Didier Michel, son directeur, Bilal, qui doit être en bas, accompagnant Anne-Sophie et Charlotte. Alors, merci spécialement à Rachel Mulot, chef du service enquête à Sciences et Avenir, qui a déjà conduit de nombreux dossiers sur nos interrogations d'aujourd'hui. Elle sera une interlocutrice de choix pour tous nos intervenants, que je remercie ici spécialement. Alors, dès le lendemain des attentats de janvier 2015 à Paris, compte tenu de l'émoi suscité, le conseil d'administration de l'AMSTI s'est posé cette question. Comment nous, acteurs de la CSTI, pouvons-nous apporter notre pierre à l'édifice qui, de toute évidence, est à reconstruire? Nous en avons discuté en congrès en juin dernier, et nous avons pris le temps de la réflexion avant de vous proposer cette journée. Il le fallait vraiment. Et j'espère que le programme d'aujourd'hui sera à l'auteur de vos attentes. Nous avons choisi délibérément d'être pragmatiques, laissant à d'autres théorisations ou controverses. Pragmatiques parce que nous sommes tous confrontés, à un moment ou à un autre, quelquefois violemment, dans nos activités de médiation, aux croyances, d'où qu'elles viennent. Croyances que l'on oppose à nos discours. Pragmatiques aussi dans nos propositions, qu'elles soient bonnes, mauvaises, comme disait Bruno David, absolument, nous l'espérons. Et à l'issue de cette journée, nous vous proposons de continuer, notamment de continuer ce travail avec les territoires, car il faut se fédérer sur ces questions, et qui peut le faire mieux que l'AMSTI?
Comme on le verra, notamment ce matin, l'enjeu se situe au plus près de nos publics. Il faut que nous donnions les moyens d'agir, car la fracture apparaît de plus en plus grande, tout comme le manque de discernement devient patent. Il faut redonner à voir cette science qui permet de comprendre notre environnement, de comprendre nos origines. Il faut montrer que la science nous accompagne dans notre manière d'être, de vivre, de communiquer aujourd'hui. On ne peut pas profiter d'une partie de la science et en rejeter une autre. Donnons aussi à voir comment les sciences se construisent, s'articulent et évoluent. Faisons de la science un récit et racontons son histoire. Imaginons des outils collectifs. Certains existent déjà, il faut les utiliser, les diffuser. Je pense à l'exposition de l'Association française d'astronomie, Ciel, miroir des cultures, dont on n'aura malheureusement pas le temps d'en parler aujourd'hui, qui est une très très belle initiative. D'autres initiatives encore. Alors vous êtes nombreux dans cet auditorium, et par cette présence, vous montrez la diversité de notre réseau, celui des cultures scientifiques, techniques et industrielles. Un réseau que représente l'AMSTI avec ses actions autour de mots-clés comme fédérer, réunir, valoriser, mutualiser, c'est-à-dire assurer la vie d'un réseau professionnel qui, faut-il le rappeler, n'est pas uniquement un réseau de centres de sciences, mais un réseau regroupant tous les acteurs de ces cultures. Nous avons sans doute aucun doute à adapter, à réinventer nos outils de médiation, en pensant ensemble, pour agir ensemble. Les enjeux sont bien là, dans l'évolution de nos métiers de médiateurs, de penseurs, de partageux, de connaissances et de savoir. Monsieur le ministre, vous nous fournissez des outils. Le rapport de l'Alliance Athéna, recherche sur les radicalisations, que l'on vous a remis le 3 mars dernier, pour nous inviter, nous les médiateurs, à s'en emparer et à se rapprocher des SHS, des sciences humaines et sociales. Le rapport sur les sciences participatives, le 4 février dernier, pour faire évoluer le cadre de l'implication citoyenne, de l'engagement citoyen, pour reprendre un terme de la recherche et de l'innovation responsable dans le programme européen Sciences avec et pour la société, programme dont l'AMSI assure l'animation. Le rapport de notre collègue Laurent Chicoineau sur le numérique et les opportunités qu'elle nous procure pour partager les cultures scientifiques, techniques et industrielles. Nous avons donc à mener de belles opérations ensemble. Muséum national, muséum en région, centre de sciences, musée technique, université, chercheurs, établissements de recherche, associations d'animation scientifique, collectivités. Nous avons le savoir-faire et la créativité. Les chercheurs, producteurs de savoir, nous offrent tous les jours des occasions de nous émerveiller et de les partager avec les citoyens. Les sciences et la médiation sont indubitablement un tournant. Pour finir, je voudrais vous livrer quelques dates. Jeudi 24 mars, nous nous retrouverons à Laval dans le cadre de Laval Virtual, où nous explorerons la réalité virtuelle. Du 6 au 8 juillet à Nantes, où lors de notre congrès Science en partage 2.0, on reviendra sur le titre, on vous l'expliquera pourquoi, c'est un petit peu amusant. Nous pourrons continuer nos échanges d'aujourd'hui. Merci à tous d'être là et très bonne journée. J'avais une situation toute récente puisqu'elle date du 14 mars dernier, mais je crois que peut-être que d'autres la reprendront dans la journée, donc je vais la taire. Mais en tout cas, je pense que les acteurs de la CSTI ont sûrement noté cette phrase qui est tout à fait importante pour notre secteur. Et puis Didier me fait passer un petit point d'organisation, évidemment. Le déjeuner sera libre, mais nous vous demandons de bien vouloir revenir à 14h30 pour la reprise des travaux et parce que nous devons finir impérativement dans les temps impartis. Voilà. Donc bonne journée à tous et puis à très vite. Merci. Je remercie donc Thierry Mandon, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, de venir clore cette première partie de la matinée, où l'on s'aperçoit que le gouvernement souhaite apparemment s'emparer de la question, ce qui est un signe important, comme le disait Didier Guillet. Philippe Guillet. C'est ma première bourde, il n'est que 10h30. Merci, messieurs les présidents, monsieur le directeur, cher Jean-Louis Bianco, dont je tiens à saluer et soutenir l'action
au sein de l'Observatoire de la laïcité, entre autres d'ailleurs, mais particulièrement à celle-là. Mesdames, Messieurs, j'ai envie de dire, chers amis, c'est d'abord un plaisir d'ouvrir cette... alors j'ai cru comprendre que en fait, je fais la clôture de l'ouverture. D'ouvrir cette matinée devant vous et de profiter de cette opportunité pour exprimer la nécessité absolue que soit portée dans la période une parole politique claire, une parole de responsabilité sur le sujet qui vous préoccupe. Pas besoin de disserter longtemps sur l'actualité des thèmes que vous avez auxquels vous avez décidé de consacrer votre journée, comment parler de la science, de la culture, j'allais dire des croyances, même si j'ai bien noté qu'il n'y avait pas de S à croyance dans votre titre, et aussi de souligner que, pour ma part, je ne vois pas d'autre endroit plus approprié que celui que vous avez choisi, ici même, pour parler de ce sujet. Dans ce musée de l'homme, nous savons qu'est représenté l'idéal même des sciences et des cultures. Ici, et vous le verrez, ceux qui ne connaissent pas encore ce nouveau musée, ce renouveau du musée, est interrogé ce qui fait l'humanité de l'homme, sa capacité à progresser par l'esprit scientifique, à explorer inlassablement les formes et les causes de la matière, du temps, de la vie, des sociétés humaines. Et il y a 6 mois, nous avons inauguré, je ne sais pas, voilà, ça devrait marcher mieux. Parfait. Quand nous avons célébré autour du président de la République la réouverture de ce musée, lui-même a souligné, a salué un lieu qui affirme l'unité et la diversité de l'espèce humaine. C'est aussi un lieu de résistance, vous le savez, se sont réunis ici parmi les tout premiers résistants parisiens organisés en réseau, qui à l'époque avaient considéré qu'il fallait, par d'autres moyens, en période de guerre, continuer à agir contre la barbarie et défendre l'humanisme. Bref, vous ne pouviez pas mieux choisir que cet endroit. D'autant plus que, et je le sais pour en parler avec certains d'entre vous, dans vos fonctions de scientifique, de responsable d'établissement public, vous rencontrez des difficultés pour partager le savoir, pour faire reconnaître non seulement ses résultats, mais désormais, et c'est plus inquiétant, la légitimité même de sa démarche. Vos échanges vont donc être, comme vous l'avez exprimé, Monsieur le Président, aujourd'hui très pratiques. Vous allez chercher comment parler de la science, de la croyance et de la culture. N'étant pas un praticien, permettez-moi quelques instants de réfléchir au pourquoi il faut en parler. Car la parole scientifique fascine, toujours, heureusement, mais rencontre aussi de plus en plus souvent le doute, la défiance, voire l'animosité. Nous sommes dans une période où le partage de la science est fréquemment entravé par les dogmatismes religieux, mais pas seulement, par le mépris du savoir, par le règne insidieux du relativisme qui tend à mettre tous les points de vue sur le même plan et ainsi à dénier aux résultats scientifiques leur caractère de vérité, et même entravé par l'utilitarisme à tout prix qui fait qu'une connaissance qui n'est pas utile n'intéresse pas ou n'est pas financée. Or, la science est non seulement un des trésors de la République, c'est la sœur jumelle de la laïcité républicaine, mais elle est aussi une des conditions de la République. L'idée même de République est en effet historiquement, philosophiquement adossée à la science, et inversement, puisque le projet scientifique présuppose que les hommes et femmes sont libres, autant qu'ils contribuent, ce projet scientifique, à les rendre libres. Inscrit au cœur du projet républicain, la science est aussi une des protections de la République. En 90, Jaurès, c'est la seule citation que je ferai ce matin, mais elle dit beaucoup de ce que finalement vous faites chaque jour. Jaurès écrivait dans un article de la Dépêche, qui devait s'appeler d'ailleurs la Dépêche à l'époque, qui ne s'appelait pas encore la Dépêche du Midi, consacré aux universités régionales, le peuple sans le prix de la science à laquelle il ne participe pas directement, il sent qu'au fond il est appelé à en avoir sa part, la science même la moins accessible est par nature la chose de tous, elle est utile à tous par des applications bienfaisantes, elle ajoute à la gloire du pays
qui est le patrimoine commun. Elle amène peu à peu ses conceptions à ce degré de clarté et d'ampleur où elles peuvent émouvoir toutes les intelligences. Ce savoir authentiquement démocratique, décrit par Jaurès, c'est notre espace de vie et de culture commune, parce que la science établit un cadre de règles qui confère aux résultats scientifiques un statut de vérité indépendant des croyances. De nombreux savants l'ont montré, Claude Bernard à Karl Popper, mais je vous épargne ce matin, c'est leur démonstration. Cette science et ces principes nous permettent de vivre ensemble et donc d'accorder, mais aussi de confronter nos idées, indépendamment des origines et de la culture de chacun. Voilà pourquoi l'État doit garantir cette liberté de la science, la liberté de faire progresser le savoir, la liberté d'enseigner la lente accumulation des connaissances qui fait de la richesse de la civilisation humaine, et surtout la liberté d'exercer cette curiosité, cette soif d'expliquer, de connaître, qui est l'une des plus belles qualités de l'homme. Or aujourd'hui, plusieurs dangers menacent cette liberté de la science et avec elle le progrès qu'elle nourrit. Le premier, celui dont on parle le plus souvent, c'est le retour d'un obscurantisme aux multiples faces. Cet obscurantisme, nous sommes de lutter contre le mysticisme religieux, mais nous sommes aussi de lutter contre la réaction qu'il entraîne en face de lui. Nous devons résister avec une égale force d'âme au dogmatisme, au raidissement qui éloigne les cultures, divise l'humanité, rigidifie les croyances, au point de rendre tout partage de la parole impossible. C'est d'ailleurs dans cet esprit, vous l'avez rappelé tout à l'heure, que nous avons engagé avec Najat Vallaud-Belkacem un grand programme pour contrer la radicalisation en associant les appels à projets ANR et CNRS avec la mise en œuvre, en effet, de l'inventaire des travaux réalisés aujourd'hui sur ce sujet que nous a proposé il y a peu de temps Alain Fuchs au nom de l'Alliance Athéna. À côté des attaques contre la liberté et contre la laïcité du savoir, un autre danger menace nos sociétés, l'hyper-relativisme, l'idée finalement que tout se vaut. On dit que la France est un pays cartésien où le primat de la raison s'accompagne de l'exercice perpétuel du doute, mais il y a désormais doute et doute. Il y a le doute qui suspend les croyances et les représentations héritées, celles qui n'ont pas été mises à l'épreuve, pour chercher les certitudes sur lesquelles bâtir une vérité incontestable et partageable. C'est ce doute-là qui est au cœur de la démarche scientifique, ce doute qui guide une exigence de vérité, en tout cas une quête de vérité. Et puis il y a un autre doute qui met en péril la construction du savoir parce qu'il répuce toute possibilité d'atteindre le vrai. Ce deuxième doute représente un grand danger pour la recherche et l'enseignement parce qu'il mine l'esprit scientifique et l'exercice de la raison. Ce doute, c'est celui qui veut mettre sur le même plan la science et la croyance en explorant et en exploitant la sincérité de la démarche scientifique, en retournant le doute scientifique contre la science elle-même. Nombreux sont ceux qui finalement combattent l'enseignement de la science. Ils donnent l'illusion de s'appuyer sur l'histoire des sciences, sur les évolutions de la méthode scientifique et des paradigmes scientifiques pour faire croire que les résultats scientifiques sont de même nature que leurs croyances, puisque toute vérité scientifique ne serait que provisoire. Nous devons donc être particulièrement vigilants aujourd'hui sur cette manière insidieuse dont cela peut être utilisé par ceux qui veulent finalement imposer leurs croyances. Bien entendu, le débat sur le cadre de la science, sur le concept de vérité scientifique et les conditions de sa production est légitime, mais il ne doit jamais masquer la validation empirique des résultats scientifiques et l'immense accomplissement qu'ils représentent. Je pense notamment, en vous expliquant cela, au délire des créationnistes qui, depuis plusieurs décennies, ont obtenu dans certains pays, dans certaines parties du monde, et maintenant significatives, y compris en Europe, que la théorie de l'évolution ne soit pas enseignée, ou qu'elle soit mise sur le même plan que le récit de la Genèse. Je pense aussi à d'autres formes tout aussi insidieuses, présentes sur Internet, sur les réseaux sociaux. Tous ces outils de diffusion qui sont censés ouvrir le monde, mais qui, dans les faits, favorisent aussi la propagation des rumeurs. Une véritable nébuleuse réunie dans ce monde virtuel
tout ce qui fait du complotisme, de buzz, de charlatanisme, de théories amalgamant pseudosciences et fausses vérités, dans des intentions évidemment tout aussi nocives. Paradoxe ultime, c'est bien sous les atours de la science que se présentent ces faux raisonnements. Ils empruntent la forme de la démonstration logique, souscrivent en apparence aux exigences de l'explication rationnelle pour étayer leur logique folle et donner force de science aux préjugés les plus irrationnels. On parle d'ailleurs de théorie du complot. Voilà pourquoi il est toujours utile de s'interroger sur les liens qu'entretiennent les citoyens avec la science. Ont-ils le sentiment qu'elle les concerne? Pensent-ils au contraire qu'elle est trop loin d'eux, au risque d'être non plus un outil de libération mais un instrument de domination? Il me semble qu'aujourd'hui encore, on met trop en avant le personnage du génie, au détriment du travail collectif. La science actuelle est bien plus souvent le fait d'équipes, de métiers, d'élan concertés et mûrement organisés. Faire reconnaître ce primat de la coélaboration dans les résultats de la science, c'est aussi une façon de souligner la dimension démocratique de la science et donc de se prévenir d'un certain nombre de dérives. Vous l'aurez compris, j'estime qu'il ne faut pas négliger la dimension politique au sens noble de la science, qu'il faut multiplier toutes les occasions où les citoyens peuvent se sentir partie prenante de la démarche scientifique. Tel est en tout cas, vous l'avez rappelé d'un mot tout à l'heure, le sens de l'engagement que le ministère met en œuvre aujourd'hui. Cet engagement se décline en 3 enjeux principaux. Le premier, c'est la volonté de garantir et d'accroître la liberté de la recherche. Je dirais même la mission première de notre ministère. Garantir cette liberté, c'est bien sûr soutenir la recherche fondamentale, celle qui n'est pas, encore une fois, drivée par l'utilité, et en sanctuarisant, voire quand on le peut, en augmentant ses crédits, ce que le président de la République a annoncé en début de semaine. Telle est aussi, cette liberté de la recherche, l'un des objectifs de la loi pour une République numérique qui a été adoptée à l'Assemblée nationale et qui va être examinée au Sénat. J'espère d'ailleurs qu'elle sera adoptée dans les mêmes termes qu'elle l'a été à l'Assemblée. Elle comporte des mesures visant à favoriser la circulation des écrits scientifiques et à faciliter la fouille des données par les chercheurs. Il aurait été injuste et dommageable pour la recherche que seuls les grands opérateurs du net bénéficient de l'immense potentiel du big data et du data mining. Les scientifiques, grâce à cette loi, disposeront eux aussi désormais des moyens de fouiller ces données. Et si ici les parlementaires sont ce matin pas très nombreux, puisqu'ils ne sont pas tous dans votre réseau, je forme vraiment le vœu qu'ils comprennent que ce choix de faciliter ce qu'on appelle la fouille des données, le data mining dans ce texte, c'est rendre les chercheurs égaux aux big sociétés, aux grandes sociétés qui, elles, n'ont pas de scrupule à utiliser les données massives dont elles disposent. Protéger la liberté scientifique, c'est aussi s'assurer des conditions de son exercice, en garantissant notamment le respect de l'intégrité scientifique. Une mission a d'ailleurs été confiée il y a peu de temps à Pierre Courvol, ancien administrateur général du Collège de France, pour qu'il propose des mesures concrètes susceptibles de renforcer l'intégrité de la science. On entend par intégrité de la science la capacité finalement à s'assurer que la façon dont cette science est produite est loyale et que les données qu'elle met en avant sont reproductives. Des manquements existent, rares dans notre pays, plus nombreux dans certains autres. Il est bon que ce qui peut être un grand préjudice pour l'ensemble de la communauté et de l'édifice scientifique soit mieux encadré. Notre deuxième objectif, c'est de rapprocher le grand public de la recherche. Cela suppose que les résultats scientifiques soient accessibles à tous et pas seulement aux membres des laboratoires ou aux abonnés des revues scientifiques, même si celles-ci font un travail formidable. Sur ce point, la loi dont j'ai parlé tout à l'heure marque une avancée considérable qui a été plébiscitée par les participants à la grande consultation organisée par Axel Lemaire avant cette loi. L'open access permettra désormais une diffusion plus rapide des résultats scientifiques, une diffusion plus large des résultats scientifiques, en réduisant les délais d'embargo pour la publication des articles,
tout en ouvrant aux chercheurs qui seuls en décideront la possibilité ou pas d'exercer ce droit. Bien sûr, il faudra accompagner cette mesure de garantie, notamment pour les éditeurs scientifiques, tout particulièrement pour les éditeurs en sciences humaines et sociales, qui bénéficieront d'un plan que nous sommes en train de travailler avec eux pour accompagner cette transition. Enfin, vous l'avez là aussi rappelé, il faut que seuls ceux qui veulent apporter une contribution à la recherche, même quand ils ne sont pas des chercheurs professionnels, puissent trouver des programmes scientifiquement validés auxquels participer. François Houillet nous a remis, Najat Vallaud-Belkacem et à moi-même, un rapport sur les sciences participatives qui formule des propositions très pertinentes sur ce sujet. Le but est de faire participer à des projets scientifiques le plus grand nombre de citoyens, des enfants aussi, tout en posant les conditions de la validité scientifique d'une telle démarche, qui n'est pas toujours aisée. J'y vois une belle manière de réduire la distance entre chercheurs et citoyens et d'encourager la pratique de la science par le plus grand nombre. Je veux rendre cette démarche scientifique plus accessible en soutenant aussi des institutions comme celle qui nous réunit aujourd'hui, l'Association des musées et centres pour le développement de la culture scientifique, technique et industrielle, dont je veux saluer le travail, dont je veux vraiment continuer à soutenir l'action, tant celle-ci me semble indispensable. Le savoir a besoin de passeurs identifiables, mais il a aussi besoin de moyens de transmission. À nous de les faire exister, à nous de renforcer la confiance qui leur est accordée. Il ne s'agit pas de mettre des résultats scientifiques à disposition du public, mais de populariser la démarche scientifique elle-même, en soulignant notamment ce qui la distingue des croyances. En la matière, les arguments d'autorité sont souvent contre-productifs. Il faut faire preuve de créativité. Le Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle, présidé par la sénatrice Dominique Gillot, nous aide à relever ce défi, qui passera notamment par une attention aux nouvelles formes et aux nouveaux canaux jeunes scientifiques, qui seront demain les passeurs de recherche dans les autres administrations. Enfin, et au-delà du respect que mérite la démarche scientifique, nous devons faire aimer la tournure d'esprit scientifique pour elle-même. Donc faire aimer les qualités que recouvre la démarche scientifique. L'humilité de reconnaître ses erreurs et d'en tirer les enseignements. C'est valable pour tous, y compris d'ailleurs pour nous, membres du gouvernement. L'audace de penser au-delà de ce qui est déjà connu et reconnu. La patience, le goût du travail en équipe, et le développement de l'esprit critique. C'est cette tournure d'esprit qui finalement nous protège de toutes les dérives et de toutes les menaces dont j'ai parlé tout à l'heure. Faire vivre la science et l'esprit scientifique au plus près de nos concitoyens, telle est l'ambition de ce que nous ferons dans les prochains mois, notamment à travers la rénovation de la formule de la fête de la science. Nous voulons que les activités proposées dans les laboratoires de recherche s'accompagnent dans le même temps d'animation dans toutes les librairies de France, où se déroulera la même journée, la journée du livre scientifique. C'est ainsi que nous pourrons toucher un public plus large, renouvelé, plus divers, et mobilisé de façon plus profonde, en faisant entrer les Français dans les laboratoires de recherche, mais aussi dans leurs librairies de ville ou de quartier. Cette mobilisation générale pour l'esprit scientifique dépend aussi, j'en ai bien conscience, de votre soutien, de votre action, vous, scientifiques et passeurs de la science, car la démarche politique que je viens de vous présenter n'aura de succès que si vous en partagez l'ambition. Je sais que vous le faites chaque jour, comme la prose dont parlait Molière, à longueur d'année. Je sais aussi les interrogations que vous-même avez décidé de poser comme fil rouge de votre journée. Elle atteste votre conviction que pour vous, l'esprit scientifique est la garantie la plus concrète pour la liberté individuelle et le progrès collectif. Cet esprit scientifique qui est aussi une des plus belles aventures que nous puissions proposer aux jeunes de notre pays. Je vous remercie. Merci.
Merci, Monsieur le Ministre. Vous avez raison, les arguments d'autorité sont tout à fait contre-productifs. Et c'est ce que j'apprécie dans cette journée, c'est ce côté de chantier pragmatique. Ce qui s'ouvre aujourd'hui, c'est la recherche en fait d'outils pour que les médiateurs, les enseignants et aussi les journalistes puissent répondre face à cette contestation. J'ai bien aimé justement cet aspect lors de mes échanges avec Didier Michel, le directeur de l'AMSTI. Nous sommes ici pour essayer de construire un manuel d'autodéfense intellectuelle. Et comme j'ai eu la faveur, le privilège en fait d'écouter en amont les chercheurs et les témoignages qui vont intervenir aujourd'hui, je pense que cette journée de qualité va ouvrir de nombreuses voies. Et justement, on parlera de la différence entre la connaissance acquise et la recherche qui doute. On parlera aussi du concept de vérité et on en viendra aux questions de laïcité également. Monsieur le ministre, messieurs les présidents, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci beaucoup de m'avoir invité à participer à cette journée de débat, d'échange et de réflexion